mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Eh bien, commençons l'édition d'aujourd'hui, du lundi 7 octobre 2024, avec les Égyptiens qui ont commémoré hier dimanche le 51e anniversaire de leur victoire glorieuse dans la guerre du 6 octobre 1973. Le président Abdel Fattah el-Sisi a adressé un discours à la nation à l'occasion de la commémoration de cette gloire, rappelant que la victoire de l'Égypte dans la guerre d'octobre restera un tournant dans l'histoire contemporaine du pays et un symbole de sa fierté et de sa dignité, exprimant l'espoir d'une fin des conflits meurtriers qui se déroulent dans la région. Un commentaire de Dalia Karam. En période intermédiaire, le pays a subi de nombreuses attaques d'une peuplade venue d'Asie, les Hyksos. La nécessité de se protéger des invasions les poussa donc à former une armée de métier. L'armée égyptienne fut une institution très organisée, même si les Le président Abdel Fattah el-Sisi, à l'occasion du 51e anniversaire de la victoire de la guerre de 6 octobre, a salué cet événement comme un moment déterminant dans l'histoire de la nation, un symbole de sa fierté et de sa dignité. Le président a déclaré que ce jour-là, les officiers militaires égyptiens et leurs dirigeants ont écrit les récits les plus héroïques de sacrifice et d'altruisme pour reconquérir la terre sainte du Sinaï. Ils ont établi un précédent exemplaire soutenu par un peuple magnifique dans la résilience et la conquête de la victoire. Ils ont confirmé que l'unité entre le peuple et les forces armées est la forteresse imprenable qui a protégé l'État égyptien tout au long de son histoire. Ce jour-là, les militaires et les dirigeants égyptiens ont démontré les plus belles épopées de sacrifices pour restaurer la terre pure du Sinaï, a déclaré le président dans un message sur sa page Facebook. Le président a noté que la commémoration de la victoire de la guerre d'octobre cette année intervient à un moment précaire dans l'histoire de notre région, appelant à un engagement renouvelé en faveur d'une paix juste et équitable. À l'occasion de cet anniversaire, le ministère égyptien de la Planification, du Développement économique et de la coopération internationale a souligné les investissements importants du pays dans le développement de la péninsule du Sinaï. Dans un communiqué de presse publié ce dimanche, le ministère a souligné que le Sinaï est une pierre angulaire de l'économie égyptienne en raison de ses vastes ressources naturelles et humaines. La ministre Rania Al-Mashat a également noté des avancées significatives dans la région au cours des dernières années, notamment des améliorations dans les infrastructures, les soins de santé, l'éducation et la création de milliers d'opportunités d'emploi pour la population du Sinaï. Les investissements ont également été renforcés dans des secteurs vitaux, améliorant la connectivité entre la porte orientale de l'Égypte et d'autres gouvernorats. La ministre a ajouté que les dépenses publiques totales consacrées au projet dans le Sinaï et la ville du canal ont atteint 58,8 milliards de livres égyptiennes en 2023-2024. Al-Mashat a également souligné l'accent mis par le gouvernement sur la promotion des opportunités d'investissement, avec 377 opportunités d'investissement disponibles sur la carte d'investissement dans divers secteurs depuis le lancement de la carte en 2018, dont 180 opportunités industrielles. En outre, 3 centres de services aux investisseurs ont été créés pour un coût de 212,7 millions de livres égyptiennes au service de 7500 entreprises. Eh bien, mesdames et messieurs, la célébration du 51e anniversaire de la glorieuse victoire d'octobre nous rappelle de la détermination du peuple égyptien et de ses capacités à surmonter tous les défis et toutes les difficultés, quels que soient les défis. Pendant la guerre, la solidarité africaine et arabe est apparue avec l'État égyptien dans sa guerre
contre Israël, de telle sorte que la victoire égyptienne d'octobre 1973 a été un coup d'État qualificatif contre les efforts d'Israël pour être présent sur la scène africaine. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne actuellement M. Raouf Ghafar, analyste politique, qui va nous jeter la lumière sur la solidarité du continent africain avec l'Égypte pendant sa guerre contre Israël. Bonjour M. Raouf Ghafar, bonjour et joyeuses fêtes du 6 octobre qui était hier. Merci, bonjour. Bonjour. Alors, comment est-ce qu'on peut dire que, la victoire d'octobre, non la victoire d'octobre, est-ce qu'on peut dire que les pays africains ont, comment ces pays ont contribué, l'Égypte, ont contribué à la victoire de l'Égypte, comment ils ont pu aider l'Égypte pendant ce temps? En 1973, pendant la guerre d'octobre. Oui, c'est-à-dire, nous savons que à l'époque de Nasser, les relations avec l'Afrique se sont améliorées vraiment très fortement, d'une manière qu'il y avait une existence égyptienne dans la plupart des pays africains. Et c'est pour ça qu'il y avait toujours une relation très proche entre l'Égypte et les pays africains. Et ils ont montré cette solidarité durant la guerre de 73, au moins en votant dans l'ONU pour l'Égypte et en soutenant la position de l'Égypte vis-à-vis cette guerre devant toutes les institutions politiques internationaux et les pays africains arabes ont même participé avec des troupes et avec des soldats dans la guerre elle-même. Donc oui, ils ont montré une solidarité très forte et c'était une des raisons politiques qui a donné un peu de force au moins à la guerre de 73. Monsieur Raouf Ghafar, comment est-ce que la victoire d'octobre, du 6 octobre, a-t-elle influencé ou bien a-t-elle eu un impact sur le continent africain? Bon, c'est-à-dire, je dois dire quelque chose que la force est importante. Et quand il y a un pays qui est victorieux, donc il est fort, donc sa position s'améliore. L'Égypte a été toujours un pays très important en Afrique. Donc avec la victoire de 73, on est devenu encore plus fort sur le plan politique. Et c'est pour ça que tous les pays africains ont montré une certaine solidarité. Ils ont, disons, déclaré qu'ils sont prêts à nous aider. Nous n'avions pas tellement besoin, mais au moins, quand on montre, c'est une façon psychologique d'aider et de améliorer et aussi un peu la morale du peuple égyptien en principe. Est-ce que vous voyez, M. Raouf Ghafar, que la politique égyptienne depuis 1952 a favorisé les instances africaines qui ont soutenu l'Égypte pendant sa guerre? Absolument. Comme je venais de dire, à l'époque de Nasser, il a fait un rapprochement avec les pays très africains. important avec l'Afrique. L'Égypte existait là-bas sur le plan économique, sur le plan politique. Et ils ont gardé
ce geste, disons, quand on avait besoin de leur soutien, ils nous les ont donné, mais on doit dire que oui, l'époque, dans les années 50, 60, les relations avec l'Afrique étaient très fortes à cause de Nasser et à cause de son mouvement d'exporter un peu la révolution et de donner des incentives aux pays africains contre les occupants, etc., qui a eu un grand impact vers l'indépendance de ces pays. Oui, Monsieur Raouf Ghafar, est-ce que vous voyez que les manœuvres ou bien les exercices, l'entraînement militaire ou l'échange des expertises entre les pays africains, est-ce que vous voyez que ce fait a un impact sur la fortification des relations entre les pays du continent africain? Absolument. Maintenant, l'Égypte a la force, a l'expérience, a le savoir-faire sur le plan militaire, et puis il ne manque pas, l'Égypte, je veux dire, à donner toute l'assistance, tous les aides, tous les entraînements. Nous avons vu premièrement, l'Égypte participe dans les forces internationales de l'ONU, de la paix, d'un côté. D'autre part, il y a toujours des manœuvres, disons, communs. Il y a toujours des entraînements des militaires africains dans les académies ici en Égypte. Et puis il y a des missions qui vont chez eux pour leur éduquer sur le plan militaire et les entraîner et les former d'une manière moderne sur le plan militaire. Absolument. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer de la victoire d'octobre 1973 et aussi de la solidarité du continent africain? Bon, je répète, quand on est fort, donc on peut justement exercer une pression encore plus grande. Notre victoire en 1973 certainement a changé le point de vue africain, le point de vue mondial envers l'Égypte, d'un pays qui avait subi un certain problème en 1967, mais il s'est repris et il est devenu un pays fort. Certainement, la position s'est améliorée et les relations sont devenues encore plus fortes. Quelles sont les leçons à retenir de cette guerre? Bon, il faut absolument être fort, il faut absolument donner une importance à l'armée, il faut être sur le plan militaire, avoir une armée très forte pour pouvoir justement exercer les pressions, même politiques. Donc la leçon, c'est premièrement, on doit garder notre forces armées très solides et très fortes d'un côté, et puis de l'autre côté, il faut absolument continuer chaque jour à nouvelles technologies, nouveaux armements, etc. Et la troisième chose, c'est de diversifier les sources des armes et ne pas justement se jeter dans les bras d'un côté ou de l'autre. Bien sûr. Je tiens à vous remercier infiniment, Monsieur Raouf Ghafar, analyste politique, pour ces informations concernant la victoire d'octobre et la contribution des pays africains envers leur pays frère, l'Égypte.
Et enchaînons avec la Tunisie. Alors, en Tunisie, le président sortant Kais Saïd est donné vainqueur avec plus de 99, ou plutôt 89% des voix lors de l'élection présidentielle qui s'est déroulée hier en Tunisie. L'autorité électorale a annoncé une participation de 27,7% contre 45% il y a 5 ans au premier tour. Dalia Karam nous donne plus de détails. Le président tunisien sortant Kais Saïd est donné vainqueur avec plus de 89% des voix lors de l'élection présidentielle qui s'est déroulée dimanche en Tunisie selon un sondage de sortie des urnes diffusé par la télévision nationale Wataniya. Kais Saïd, âgé de 66 ans, a largement battu selon ce sondage réalisé par l'Institut Sigma Conseil l'industriel libéral Ayashi Zamel qui n'a obtenu que 6,9% des voix et l'ancien député de la gauche pan-arabe Zohair Marazawi, dernier avec 3,9% des suffrages. Pour rappel, le chef d'État sortant Kais Saïd était considéré comme favori dans ce scrutin. L'autorité électorale ici a annoncé une participation de 27,7% contre 45% il y a 5 ans au premier tour. Les 9,7 millions d'électeurs sur 12 millions d'habitants étaient attendus dans plus de 5000 bureaux de vote de 8h à 18h locales avec des résultats prévus au plus tard mercredi selon l'autorité électorale ISI. Le président Saïd jouit encore d'un soutien non négligeable dans les classes populaires selon les analystes, mais il est critiqué pour son incapacité à sortir le pays d'une profonde crise économique. Avant le vote, Kais Saïd a promis une traversée vers une nouvelle Tunisie dans les 5 ans à venir, après un premier mandat consacré à lutter contre les forces du complot sous influence étrangère y ont infiltré de nombreux services publics et perturbé des centaines de projets. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de notre programme Autour du monde. Mais avant de vous quitter, je vous propose ce commentaire pour changer un peu de la politique avec Madagascar où un groupe de modélistes malgaches a pris l'habitude de fabriquer à la main des bateaux. Alors, en l'espace de 3 décennies, le village a produit des modèles pour des stars, des membres de la famille royale et même le pape. Shams Senemi nous donne plus de détails. Merci et bonne journée. Au revoir. C'est dans un atelier appelé le village que les maquettes des bateaux ont été fabriquées. Un groupe de modélistes malgaches a fabriqué à la main des bateaux pour le prince Albert de Monaco, le roi d'Espagne et même pour le pape. Les prix des modèles commencent à 150 €, mais ils peuvent atteindre plus de 10 000 €. En l'espace de 3 décennies, ce village a produit des modèles pour des stars, des membres de familles royaux et même le pape. L'entreprise expose même 2 de ses navires lors de la biennale Homo Faber à Venise le 30 septembre 2024. Ils disent qu'ils ciblent plus des bateaux de la marine nationale française ou d'une marine nationale étrangère, peut-être malgache. Mais on y réfléchit encore. 32 artisans sont employés dans ce chantier naval miniature situé dans la capitale Antananarivo. Certains d'entre eux sont là depuis la création de l'entreprise en 1993 et ont été formés par le fondateur Hervé Scrive. La production de chaque modèle prend entre 1 mois et 10 mois, en fonction de la taille et du niveau du détail. Les bateaux sont poncés, cousus, peints et vernis avant d'être préparés pour l'expédition. Toutes les matières premières utilisées pour fabriquer les bateaux proviennent de Madagascar, comme le anacaraka. Les voiles sont faites de coton malgache trempé dans du thé pour la couleur, tandis que le fer et le cuivre sont fabriqués à partir de matériaux recyclés. Comme beaucoup d'entreprises qui dépendent du tourisme, le village a souffert de la pandémie du Covid-19. Avant la crise, la société vendait environ 300 bateaux par an. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais le village espère vendre cette année entre 80 et 100 pièces.